Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi. Qu'est-ce qui se passe? On est avec le voyageur du cinéma. Pouh, salut à toi le voyageur. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ouais, ça va super. Enfin, malgré le temps de merde. Mais on fait un entretien hors série aujourd'hui sur... toi, je crois que tu m'as dit le film de drogue. Le film. Voilà. Même si, mais bon, on en parlera dans le développement. En tout cas, gros film qui traite du sujet, vraiment film sur le sujet, là où parfois ça peut être juste on va dire des trucs anecdotiques. Là, on va aller vraiment au cœur de la thématique, du sujet. Et merci en tout cas d'avoir choisi ce film pour pouvoir enfin en discuter. Mais de rien, en même temps, vu le concept de ta chaîne, c'est normal de penser à ce film-là, quoi. ouais, mais tu sais, des fois, les choix les plus simples sont pas forcément les premiers qui sont pris. Parce qu'en même temps, c'est aussi un gros boulot de parler de ce film. Mais avant de parler de ce film, on va quand même parler de toi pour ceux qui nous écoutent. Donc, le voyageur du cinéma, tu as une chaîne YouTube. Donc, comme son nom l'indique, tu voyages dans le cinéma. Et par le biais de différentes émissions, je peux te laisser nous en parler un peu, mais donc ça fait un peu plus d'1 an et demi que tu es sur Exactement. YouTube. Tu as fait des émissions Corona Review, saison 1 et 2. Ouais. Et tu as fait aussi des émissions Chronica, dont tu nous parleras un peu. Okay. Et puis, tu as aussi fait des apparitions dans des lives, dont les live stoners, les live gangsters. Donc, tu es déjà un habitué un peu de la maison. Donc, je te laisse nous dire un peu ce que tu fais sur YouTube et ce que tu veux faire. Oh, je parle de cuisine, de mode. Comme le nom l'indique, de toute manière. Ah, c'est ça. Non, oui, j'ai, à la base de la base, j'ai 3 formats qui sont les reviews qui sont des critiques à chaud, les Corona Review qui était un format spécialement pour le différents confinements où je conseillais des films, soit oubliés de tout, soit qui sont, voilà, un petit peu oubliés, soit qui ont pas fonctionné à l'époque, et qui valent le coup et qui étaient disponibles sur les différentes plateformes, SVOD. Et puis le format Chronica où là je rentre plus en profondeur dans l'analyse, où je parle de différents sujets, même si, alors, pour le moment, les reviews, je les arrête un peu. Les Corona Reviews, si tu l'as dit, saison 1, saison 2, c'est terminé, il n'y aura pas de saison 3. Là, je vais reprendre les Chronicas parce que du coup, je les ai mis de côté pour les Corona Reviews et je vais modifier un petit peu la formule tout en restant toujours en mode analyse, développement, et en plus, je mélange toujours avec de l'humour. Ça, c'est des caractéristiques de ma chaîne aussi. Avec entre moi et donc mon acolyte Connard, qui a des goûts très particuliers. Non, parce que c'est bien de le préciser quand même. Quand tu fais tes reviews ou les Corona Reviews, tu intègres en fait des sketchs dans tes épisodes et donc tu crées des petits courts-métrages en fait. Ouais, mais je fais en sorte que chaque format soit différent dans le sens où
Les critiques à chaud, c'est vraiment, il y avait un sketch d'intro et un sketch d'outro vers la fin, pas longtemps pour que j'arrête d'ailleurs. Les Corona Review, oui, il y a un fil rouge en fait sur la saison 1. Le fil rouge, c'était le premier confinement, comment ça agit sur moi, qui commence à péter un plomb, et mes relations avec qui se dégradent avec Connor. La saison 2, c'est les extraterrestres qui, en fait, on se rend compte que le virus est envoyé par l'extraterrestre. Et donc, juste qu'ils ont fait ça pour moi, et donc il y a tout un schmilblick par rapport à ça. Et les Chronicas, là, de toute manière, oui, pour le moment, c'était juste des petits sketchs d'intro ou trop, mais là, avec la nouvelle formule, j'en dis pas plus, mais il y aura de la mise en scène aussi, et moins de fonds verts aussi, parce que j'en peux plus des fonds verts. Ouais, et puis tu fais aussi intervenir d'autres youtubeurs dans tes vidéos. Oui, de temps en temps, ça m'arrive, que ce soit pour un caméo, ou que ce soit pour qu'ils disent quelque chose d'intéressant sur un film. Ça dépend. C'est suivant l'écriture, suivant le sujet du film. Mais j'invite pas n'importe qui. Ça veut dire que parce que je passe par différentes phases d'écriture, sauf pour les reviews. Les reviews, c'est critique à chaud, donc j'écris juste un squelette de ce que je veux parler, mais c'est tout. Les Corona Review, c'est écrit, mais plus au niveau mise en scène, et je fais des recherches sur les films malgré tout pour sortir des anecdotes ou des trucs comme ça. Et les Chronicas, par contre, elles sont écrites et il y a plusieurs phases d'écriture. Et en fait, voilà, suivant le film que je veux parler, je pense à une personne. Voilà. Et si la personne n'est pas disponible, tant pis, c'était elle ou personne d'autre, tu vois, parce que c'est vraiment voilà, pour tel film ou tel film ou tel film, c'est cette personne que je veux. Sauf le dernier épisode des Corona Review, où je me suis éclaté, j'ai fait venir les gens que je voulais, parce que je les apprécie, et que je voulais vraiment faire quelque chose avec eux. Et je voulais qu'ils me conseillent un film, du coup. Ok, c'est cool. En tout cas, dans tes hauts faits, parce que en général, je parle des hauts faits, tu as notamment ce dernier épisode de Corona Review où tu as trois personnes qui sont venues conseiller des films, Et un caméo. Et un caméo. Donc non, il y a ça. Et effectivement, ton format Chronica, si j'ai bien compris, c'est lui quand même que tu vas remettre en avant. Oui, complètement, mais à la base, je comptais pas l'arrêter. C'est juste que quand j'ai appris le Corona Review, ça me demandait énormément de boulot, et je pouvais pas faire les deux, en fait. Je pouvais vraiment pas faire les deux, donc du coup, j'ai fait les Corona Review. Mais là, maintenant que je me suis débarrassé de ça, je reprends les Chronicas, et je vais modifier la formule pour que ça soit encore plus comment dire, plus professionnel. Et voilà. Et pourquoi le nom Voyageurs du cinéma? C'est parce qu'à la base, je voulais créer un format en commençant YouTube, et ça s'est jamais fait. Donc voilà. Mais à la base, c'était le nom du format. Mais c'est resté, et j'ai trouvé une autre idée pour garder le nom, du coup, que ça corresponde quand même au personnage. Très bien, voyageur. Écoute, en tout cas, moi, je sais que chacune des interventions que j'ai pu te voir faire dans des lives, c'est toujours qualitatif. On sent que voilà, tu aimes le cinéma, et donc tu as une connaissance quand même qui est assez ouverte en plus sur beaucoup de cinémas différents. Et c'est aussi ça que j'apprécie, c'est qu'en tout cas, tu es très ouvert, et tu as quand même une palette assez intéressante de connaissances sur différents cinémas, quoi. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est normal. Donc, on va passer maintenant au gros morceau, quoi. On va passer à la thématique. Et, c'était cool pour l'invitation. Bonne journée, à bientôt. Ciao, bonne journée à toi. Donc, le film que tu as choisi, je te laisse annoncer à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Les gars, faut droit d'auteur. Ah, ça y est, on s'est fait... C'est fait Clem. Ouais. Ah là là, non, c'est un Requiem for a Dream.
Je me souviens l'avoir vu au cinéma, Mhm. pour te dire. Et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est uppercut, quoi. C'est Ça. prends-toi ce film dans le dans la mâchoire, quoi. C'est donc bah écoute, Il est très bien. on va d'abord parler un peu des caractéristiques donc du film sur Darren Aronofsky Mhm. qui fait là son deuxième film, donc Oui, après Pi. exactement. Et donc on est en 2000. On a eu, juste pour le contexte, il y avait le film Trafic qui était sorti juste un peu avant. Mhm. Donc on était déjà en tout cas en tout cas des sujets de drogue au cinéma. Enfin, c'était quelque chose. Dans les années 2000, il y avait eu plusieurs films sur le sujet. Là, c'est sûr que on est orienté sur les consommateurs, quoi, essentiellement en tout cas dans ce film-là. Mhm. Et donc il y a un casting qui est quand même Cinq étoiles. assez sympa, quoi. Donc, dont l'Oscar, je crois, pour Ellen Burstyn. Bernstein. Ou je sais plus. Ouais. Ouais, si, elle a eu l'Oscar féminin pour le meilleur second rôle. Ouais, sûrement, ouais. Mais elle était extraordinaire. Bah, tout bien, c'était Et, une excellente actrice à la base. Elle est toujours vivante, hein, je parle au passé, mais elle est toujours vivante. oui, non, mais j'allais te dire, elle a joué dans L'Exorciste. Oui, elle jouait euh, la mère dans l'Exorciste. Elle a joué aussi dans Interstellar. Plus récemment, elle joue Marve quand elle est âgée. Ah, peut-être, ouais, je m'en souviens plus. Je sais qu'elle jouait, bah, elle a refait un film avec Darren Aronofsky aussi, toujours The Fountain. Ouais, c'est ça. The Fountain. Puis je crois, j'ai pas vu la série, mais je sais qu'elle joue dedans. C'était dans House of Cards aussi. Enfin, elle a une belle filmographie quand même, quand même, hein. Non, carrément. Et puis là, elle fait une prestation, donc elle joue la mère de Jared Leto. Et donc Jared Leto, qu'on Jared découvrait Leto. un peu dans ce film, quoi. Et bon, qui depuis a une carrière qui est assez fulgurante, quoi. Mais Alors, on va pas donner tous les films pour lui, mais quel film tu retiens de lui? alors, il y a Panic Room. Il y a, il joue un des cambrioleurs dans Oui. Panic Room. Il joue dans Phone Game aussi. Mais le Mhm. rôle, en tout cas, que je retiens le plus de lui, c'est Lord of War. C'est quand Lord of War. c'est le rôle de Vitaly, quand qui est le frère de Nicolas Cage Mhm. dans le film, quoi. Ouais. Et donc non, enfin après, voilà, il a fait vraiment plein de films, mais bon, Suicide Squad, forcément, c'est lui qui a fait le Joker. Oui, Là, enfin, on le voit pas vraiment dans le film non plus. On le voit 2 minutes. ouais, c'est vrai, c'est vrai. De toute manière, Suicide Squad, c'est un film malade, c'est un film qui est cuté. Enfin, on va pas parler de ce film de toute manière. Mais moi, je le retiens énormément. C'était dans Mister Nobody, ou le film très méconnu d'ailleurs, bizarrement, alors que le film, j'ai trouvé très très bon. Il y a Linda Pham aussi dans le film, et j'ai trouvé le principe du film excellent, touchant, et lui, il est fantastique dans le film. Je sais pas si tu l'as vu, Non, j'ai pas vu. si t'as l'occasion. Ouais. Ouais, je le rajoute à ma longue liste des films. Il y en a tellement, mais en tout cas, c'est vrai que Jared Leto, bah, il a vraiment, enfin, il enchaîne et il ajoute quand même à chaque fois, je trouve, quand même quelque chose, quoi, au film dans lequel tu le vois, et c'est un sacré acteur. Dans le film, il y a aussi Jennifer Connelly, Extraordinaire actrice. dont j'avais parlé rapidement dans l'entretien Il était une fois en Amérique,
avec, avec Jules, parce que c'était son premier rôle où elle avait 8 ans. Donc déjà, à 8 ans, elle jouait dans un film avec De Niro, quoi, Ouais. de Sergio Leone. Et c'est vrai que là, dans ce film, elle fait aussi une grosse prestation. Enfin, en tout cas, elle incarne en tout cas le personnage, quoi. Mais comme toujours avec elle, hein, tu prends tous les films qu'elle a joués, même le film le plus pourri, elle est toujours irréprochable. Ouais, c'est Elle est vrai que- incroyable. C'est pour moi, elle fait partie des meilleures actrices hollywoodiennes, mais qui est bizarrement jamais citée. Non, c'est vrai qu'elle est pas. Tu vas pas forcément la mettre tout de suite dans les meilleures actrices, mais quand tu regardes pour autant ce qu'elle a fait comme film, et elle joue aussi dans Un homme d'exception, Exact. Ouais. que j'ai beaucoup aimé. Dark Et, City. ouais. Quel film aussi. Yes. Et non, donc on a un quatrième personnage, hein, qui est marrant, qui est Marlon Wayans, qui en fait la même année, il joue dans Scary Movie. Donc c'est vraiment deux rôles qui sont assez à l'opposé, quoi. Donc Surtout qu'il venait en plus de la série In Living Color, je sais pas si tu as déjà vu. Une série comique complètement barrée avec les frères Wayans. Ouais. Et c'est vrai que de le voir dans un rôle sérieux, parce que généralement il fait toujours le comique, hein, même si tu prends pas les films comiques, dans G.I. Joe, il fait le comique de service. Dans merde, comment il s'appelle le film avec Tom Hanks, Lady Killer, le remake de Tueur de Vietnam, il fait aussi le comique de service, mais là c'est vraiment je crois, hein, si je réfléchis bien de mémoire, je crois que c'est le seul rôle qu'il a de sérieux dans toute sa carrière, et il est excellent. Ouais, c'est son Ciao Pantin, quoi. Il joue là pour le coup, il joue un consommateur, mais c'est pas du tout dans l'aspect comédie, et c'est à l'opposé de ce que tu peux le voir faire justement dans tous les autres rôles qu'il a joué. Exactement. Il y a 2 autres noms qu'on peut rajouter au casting aussi. Ouais, vas-y. T'as Christopher McDonald qui joue le rôle du présentateur télé, qui tient un rôle assez important du coup dans le film. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est du coup, mais il avait joué dans Thelma et Louise, dans The Faculty. Ouais, si, je vois qui c'est. Après, bon, il a Flowers aussi. toujours Moi, je eu un l'avais. peu Quand j'ai. rôle. Alors ouais, mais c'est un excellent acteur. C'est pas qu'il y a que second rôle que c'est un mauvais acteur. C'est un excellent acteur, très sous-estimé. Et le film où je l'avais découvert quand j'étais très jeune, c'est assez ridicule. C'était Kidnapping, un truc comme ça. C'était quand les enfants kidnappaient leurs parents, ils jouaient dedans. Et j'avais découvert comme ça, moi, à la base quand j'étais gosse, et de me rendre compte qu'après, en grandissant, que ce mec, il a une carrière de dingue, et que c'est vraiment un excellent acteur. Honnêtement, il est vraiment très bon, mais c'est vrai qu'il est souvent cantonné au second rôle, tout comme Keith David, qui joue aussi dans le film, qui aussi est un acteur fantastique. Tu sais, c'est le mec qui, à la fin, Marianne, jouée par Jennifer Connelly, se rapproche de lui pour avoir ses doses, et on sait comment ça finit, Oui. on en parlera plus tard. Qui lui est un super acteur, parce que lui, tu l'avais vu dans Platoon, il a joué dans 2 Carpenters qui étaient The Thing et Invasion Los Angeles. Un très très gros acteur. Black. Ah oui, excellent. C'est un acteur de dingue. Collision aussi. Il avait un petit rôle dans Mort ou Vif. Il avait un petit rôle aussi dans Armageddon. Et pour la petite anecdote aussi, c'est lui qui fait la voix du dessin animé. Je crois que c'était pour Spawn. Non. Si. Oui, c'était pour Spawn, ouais. Enfin, il a une voix en plus, ce mec. Un super acteur, vraiment. Et il avait joué aussi, d'ailleurs, pour revenir un petit peu dans la thématique, il avait de ta chaîne, il avait joué un film avec Snoop Dogg qui s'appelait Bones. D'accord. Je sais pas si ça te parle. Si, ça me parle, mais je m'en souviens plus du tout, quoi. Film d'horreur avec Snoop Dogg qui est un fantôme vengeur. Enfin, c'est très comique au final. Ouais, et t'as aussi Marc Margolis qui joue dans le film, qui est celui qui joue le prêteur sur gage,
gage dans le film qui est en Oui, fait, oui, oui, on mais a vu c'est tout au dans début du film. Scarface. Oui, oui, bien sûr, mais on l'a vu dans Scarface, dans Breaking Bad, dans Better Call Saul. Enfin, c'est un acteur en tout cas qui revient souvent dans cette thématique finalement. Quoi. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. En même temps, il a un visage très particulier. Ouais. C'est pas faux. Donc, par rapport au casting, je pense qu'on est pas mal. Sur l'histoire du film, donc on va suivre en fait quatre personnages. Et dedans, donc, on a Harold qui est joué par Jared Leto, qui est un peu, pour moi, hein, le cœur de l'histoire, parce qu'on suit aussi donc, sa petite amie, qui est jouée par Jennifer Connelly, son meilleur pote, qui est joué par Marlon Wayans, et sa mère, en fait. Donc, c'est... on va suivre ces quatre personnages-là, et on va les suivre, en fait, plus particulièrement dans leur engrenage de consommation de drogue, quoi. Selon certains, enfin, pour chacun, il y a un certain nombre de drogues qui sont prises. La mère, effectivement, elle n'est pas sur la même drogue que les trois jeunes. Elle est sur de la prise d'amphétamine pour maigrir. Donc, on trouvera peut-être plus en détail sur chaque personnage après, mais donc on suit en tout cas quatre personnages et donc on va voir en fait comment va évoluer en fait leur situation en consommant les drogues qu'ils consomment, quoi. C'est sûr, en tout cas, que pour moi, le film, il est là pour être vraiment assez réaliste, quoi, assez concret. Et le but du film, en tout cas, c'est pas du tout d'ironie, enfin de rigoler ou de faire de la comédie. On est clairement dans un film qui va te montrer les côtés, les mauvais côtés en fait de la dépendance, de la consommation, et puis l'engrenage en fait dans les cycles en fait qu'on va retrouver à différents moments du film, parce que c'est vrai que pour moi le film en fait marche on va dire assez de manière cyclique, c'est-à-dire que quand ils ont de la drogue ça va bien, et quand ils en ont pas, ça va pas bien, quoi. Et on est quand même sur quelque chose où au début du film, pour moi, ils arrivent à avoir leur drogue. Ils sont, on va dire, dans le moment où le consommateur a ce qu'il veut, il n'est pas en manque, ils arrivent même à faire de l'argent. Donc à ce moment-là, pour eux, ça va bien. Et puis, ils vont avoir une pénurie, ça va pas bien aller. Après, ils vont en avoir un peu de nouveau, mais en fait, leur déboire est sur le même rythme que leur consommation, en fait. Ouais, c'est pas vraiment c'est plus leur comment dire, c'est plus leur mauvais choix. C'est même pas forcément la consommation en soi, c'est plus leur mauvais choix qui fait que au fur et à mesure du film, ils tombent en enfer. Le film, Ouais, mais le film, il traite plus quand même de l'addiction, de l'aliénation, de cette désillusion de la société. c'est la dépendance, ouais. Enfin, quand tu dis aliénation, pour moi, c'est qu'ils sont. Le film te montre qu'ils sont complètement dépendants et que ça en va même de leur survie, en fait. Pour moi, quand ils ont plus de drogue, c'est dans ces moments-là où on voit, en fait, pas leur vrai visage, parce que c'est même pas leur vrai visage, c'est le visage des gens qui feraient tout pour avoir de la drogue. Donc, c'est qu'on voit bien qu'ils sont complètement dirigés par ça, quoi.
sont, ouais, enfin, ils sont plus dirigés par, comment dire? Il y a une forme de recherche du bonheur, même s'ils l'ont déjà techniquement parlant pour certains au début du film, mais ils en veulent toujours plus. Il y a quelque chose de très égoïste du coup, et en fait c'est une dénonciation de l'excès aussi, d'un certain point de vue, je trouve. D'un certain point de vue. Parce qu'ils en abusent en fait, tu vois? Ils veulent tellement plus. En fait, on est dans les drogues dures, hein. On n'a pas encore forcément parlé du sujet, mais je suis d'accord avec toi. Comme on est dans la consommation de drogue dure, ben, c'est voilà, c'est forcément, ça va nécessiter de faire des excès parce que, bah, ou en tout cas comment dire, de rentrer dans l'illégalité ou parce que comme tu les vois pas travailler et qui consomment des drogues qui coûtent quand même très cher, le film commence où tu vois qu'en fait quand il a pas de sous et qu'il veut acheter une dose, il prend la télé de sa mère et il l'amène à un prêteur sur gage pour que il lui rachète la télé. Et ensuite, elle revient acheter la télé au prêteur sur gage. Oui, et Donc, la petite discussion, tu te rends compte que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais parce que ouais, c'est ça. c'est limite un petit con, enfin, c'est un petit con. Alors, on te laisse, je me souviens plus si on te laisse sous-entendre ou si on te le dit clairement, mais comme quoi qu'il avait tout pour réussir, lui, dans la vie. Et mais en fait, tu le vois par certaines scènes imaginées au début du film, qui se rêve en petit con, en roi comment dire? En roi du dealer, tu vois? Il y a une scène, par exemple, quand ils sont, tu sais, les petits boubous, tu peux acheter des hot dogs et tout ça, et tu un flic qui arrive et lui s'imagine prendre le flingue et s'amuser avec, pour se foutre de la gueule du flic. Alors que c'est qu'imaginé parce qu'il a pas le courage de le faire. Ouais, bien sûr. Lui, son obsession, c'est ça, c'est de devenir quelqu'un d'important. De Marlon Wayans, transgresser les lois, ouais. voilà, tu vois? Ouais. D'être un vrai gros dur. Marlon Wayans dans le film, tu te rends compte que lui, ce qu'il veut, c'est retrouver ces moments de bonheur qu'il avait quand il était jeune avec sa mère. Plusieurs fois, tu as ça d'ailleurs. Avant qu'il consomme, il repense, il réimagine un petit peu ces moments Ouais, passés avec ça. sa maman qui cajolait, tu vois? Jennifer Connelly dans le film, elle, c'est un apaisement, alors il y a le côté créatif aussi, mais c'est pas trop, en revanche, ça par contre, c'est pas super bien, pas expliqué, mais développé dans le film. Si elle fait ça juste pour le plaisir et le bonheur de planer un peu, ou si ça lui apporte quelque chose d'artistique, puisqu'elle, à la base, c'est une artiste dans le film. Mais ça, c'est pas très bien c'est pas énormément développé là-dessus, dans le film. Et puis Non, tu as mais la mère, mmh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et sur le point sur lequel je suis d'accord, c'est que en tout cas, c'est des personnes qui auraient très bien pu s'en sortir. En tout cas, si elles n'étaient pas droguées. Pour moi, bah, le personnage de Jared Leto, à un moment donné, tu le vois, il fait des calculs pour ouvrir un magasin pour vendre les créations de sa copine. Enfin, tu vois qu'en fait, le mec est loin d'être bête, quoi, tu vois. du tout, du tout, du tout. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'ils sont tous égoïstes, en fait. Bah, ils sont Ça veut tous. dire que techniquement parlant, ils l'ont déjà leur bonheur, techniquement parlant, mais par égoïsme de soi, ils vont ne pas partager ce bonheur, ils vont vouloir le garder pour eux, penser à eux et aller dans l'excès de ce bonheur. Je pense ne serait-ce qu'à la mère qui, elle, veut absolument rentrer dans sa robe de jeunesse pour pouvoir passer à la télé, pour être la Ouais. star d'un jour, alors qu'à la fin, je spoil un petit peu, mais voilà, tu as une dernière phrase que enfin pas une dernière phrase, c'est après qu'il lui arrive ce qui lui arrive, on en parlera tout à l'heure, tu vois? Mais si je pourrais expliquer vite fait, elle s'imagine en train de passer à l'émission et là, tu vois juste son fils qui a réussi dans la vie, qui a créé, sa société, qui a sa nana et tout ça. Elle le prend dans les bras et elle se met à pleurer à ce moment-là et tu comprends que, bah, c'était ça en fait, son bonheur, mais par égoïsme, c'est-à-dire vouloir elle briller un jour, elle s'est totalement détruite et elle est rentrée dans l'excès. Et Jared Leto, pareil, son bonheur, il l'avait. Sa société, il aurait pu la créer, sa nana, il filait le parfait amour et il a tout détruit, pour penser qu'à sa gueule. Marlon Wayans, c'est pareil, tu vois? Ouais. Pour pouvoir Bah, retrouver ce bonheur d'antan, cette innocence de sa mère. D'ailleurs, c'est
Personnage très intéressant, Marlon Wayans dans le film. Parce qu'il représente vraiment l'innocence. Mais ça, on en parlera après aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est un personnage qui est presque le plus attachant, en fait, pour moi, dans la mesure où bah, tu sens qu'il y a quand même des limites que le personnage de Jared Leto franchit, alors que lui, il n'en est pas encore à ce niveau-là, tu vois. Enfin, il a quand même une retenue, même si c'est pas le dernier à se droguer et tout ça, hein, attention. Mais je trouve qu'en tout cas, ce personnage-là, c'est celui qui décroche le moins de la réalité, quoi. Et c'est celui qui s'embarque le moins, en fait, dans des délires, même si il est très facile à manipuler, parce que Jared Leto, plusieurs fois, l'engraine, en fait, dans le fait d'aller en Floride et tout ça. Enfin, à chaque fois, c'est lui qui lui propose et tu sens que c'est celui qui est quand même peut-être le plus raisonnable, quoi. Pour moi, hein, il y a une vraie critique de deux sociétés, en fait, qui est la société des gens de 60 ans, enfin, qui sont un peu la société, enfin, les personnages qui tournent autour de la mer. Et puis la société, enfin, les jeunes de 20 ans. Donc, tu as deux critiques en simultané, en fait, sur ces deux environnements-là. Bah, en fait, ce que le film critique, en fait, en réalité, c'est le rêve américain. Tout court. Et d'ailleurs, qui est assez dépressif dans le film. On te montre quand même que enfin, il te montre, parce que non, mais moi j'ai rien fait, mais il te montre quand même que ce rêve américain, il est illusoire, en fait. Et que il te montre aussi d'ailleurs que le bonheur est éphémère et que comment dire, que la quête du bonheur, c'est-à-dire de retrouver ce bonheur qui soit constant, tu vois, il peut te consommer et te détruire totalement. Tu vois? Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, Ce qui est, enfin, pour moi, quand tu prends le personnage de la mère, en fait, son objectif, son rêve de rentrer dans cette robe pour participer, en fait, à l'émission de télé, tout ça, en fait, pour elle, c'est un objectif qu'elle doit réussir et c'est en même temps ce qui va la détruire. Donc, en fait, il joue avec ça, Aronofsky, quoi. Il te montre que finalement, c'est en voulant réussir quelque part dans son microcosme, en voulant devenir un peu parce qu'elle le dit à un moment dans le film, elle dit regarde maintenant, depuis que j'ai dit que j'allais passer à la télé, c'est moi qui ai le meilleur fauteuil dehors, tout le monde est autour de moi, tout le monde m'écoute. Donc c'est dans la recherche, en fait, de cette réussite-là que finalement elle va s'autodétruire en parallèle, quoi. En fait, le truc, c'est que elle, et je suis d'accord avec toi là-dessus, mais en fait, le truc, c'est que elle, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment de drogue que ça parle, le film. Même s'il y a la drogue dans le film, ça parle pas vraiment de drogue, ça parle plus d'addiction. Et elle, son addiction, typiquement, c'est la télé, en fait. La télé lui dicte sa vie, ce qu'elle doit faire. Rester jeune, rester mince, rester belle. Et d'ailleurs, elle, du coup, rentre là-dedans. C'est pour ça qu'elle veut d'ailleurs la robe de mariée pour passer à la télé, tu vois, parce que c'est vraiment le symbole de sa jeunesse. Elle veut que tout le monde l'aime. Elle le dit aussi plusieurs fois dans le film. Elle dit quand les gens vont me voir dans ma robe, ils vont m'aimer. Oui, mais ça, c'est pareil. C'est par rapport au passé. Parce que justement, on te parle du fait que son père était quelqu'un de bien, qu'il l'aimait, son père, et qu'il est plus là, tu vois. Ouais. Et son père est représenté, enfin, son père à lui, hein, j'arrête le taux, donc son mari. Ouais. Et le truc, c'est ça, c'est que ça fait partie de sa jeunesse, ça, tu vois. Donc, d'où le coup du symbole de la robe de mariée pour le passage de la télé. C'est retrouver
Ça, c'est retourner dans le passé, revivre ces moments de bonheur qui étaient donc représentés par sa jeunesse. Et un bonheur qui est Ouais. révolu de toute manière. Puisqu'elle En elle ne plus, l'a plus. Puisque maintenant, elle est veuve, elle est pas très riche, son fils vient pas la voir, tu vois. Donc elle a ce côté de vouloir rechercher ce bonheur à tout prix. Mais dicté aussi par la télé, puisque la télé, ouais. c'est son Et en addiction à elle. plus, on n'a pas trop ça chez nous, mais ce qu'elle regarde, elle, à la télé, c'est genre des grosses pubs tu vois, qui durent 10 minutes. Enfin, c'est des gros spots publicitaires, c'est même pas des émissions de télé. C'est Oui, oui, oui. c'est des trucs qui sont financés par des marques. Enfin, c'est complètement bidon. Mmh. Et donc, elle regarde ça, alors que en plus, c'est ce qui se fait de moins bien, tu vois, à la télé. Donc, il te montre, enfin, qu'elle est dépendante à ça, que son rêve, ça serait de pouvoir y passer. Mmh. Et en même temps, il te montre que c'est le pire de la télé, dans lequel elle serait heureuse de passer dans le pire, quoi. C'est ça qui est. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que du coup, c'est une critique de la société américaine et du fameux rêve américain, tu vois. Justement, parce qu'on te montre cette fameuse, enfin, tous ces trucs à la télé qui sont immondes, en fait, ignobles. Tu vois, mais c'est censé être les bonnes choses, puisque c'est ce qu'on te dit dans le film. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie critique de la société. C'est une vraie Ouais, critique de bien la sûr. société. Mais du coup, la mère, enfin, du coup, non, mais plutôt la mère, c'est vraiment le personnage le plus intéressant, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de la mise en scène et au niveau de ce que ça raconte. C'est le personnage le plus intéressant du film, je trouve, vraiment. Même au niveau Ouais. mise en scène, il y a des trucs de fou. Par exemple, c'est la scène où t'as les personnages de la télé qui se retrouvent chez elle et qui se moquent de tout ce qu'il y a chez elle, tu sais, sa décoration, ses Mm. meubles, tout ça, tout ça. Et, en fait, ça, c'est plus une représentation de ses angoisses à elle, de sa vie quotidienne, de ses Ouais, complètement. Ouais. pertes de repères de la réalité avec la vie, tu vois. Enfin, En tout de cas, son c'est. échec dans la vie, tu vois, de tout ça, tu vois. Il y a quelque chose de vachement intéressant, même au fur et à mesure, du coup, parce qu'au niveau de la réalisation, même au niveau de la réalisation, c'est super intéressant parce que Ouais, ouais. c'est là où il s'éclate le plus avec elle d'ailleurs. C'est avec elle où il s'éclate le plus en termes de réalisation parce que Et il y a puis, une distorsion du temps en fait. Excuse-moi. non, non, je t'en prie. Mais ce que j'allais dire, moi, c'est qu'en plus, dans les personnages, c'est la seule qui, au départ, prend des médicaments donnés par un docteur et qui croit véritablement que ce sont des médicaments et pas une drogue. Donc, ça fait quand Exactement. même une grosse différence pour moi. C'est que Chose qui était elle vraie à est, l'époque. Hein. Ouais, elle est, peut-être avant. ensuite, elle est dépendante et effectivement, elle se rend compte que ça a un effet sur elle et elle continue quand même à en prendre. Mais Mm. c'est pas du tout une junkie comme les trois autres qui prennent en fait de la drogue pour se défoncer. Elle, c'est son objectif de vouloir maigrir et donc de rentrer dans sa robe qui la pousse en fait à vouloir perdre du poids. Elle entend une copine qui dit qu'un docteur a fait perdre 20 kilos à une autre copine et ça y est, elle se jette dans le truc. Et clairement, le résultat, c'est que elle va devenir dépendante aux amphétamines, enfin au speed, et elle va complètement péter les plombs. Et clairement, en fait, c'est vraiment le personnage qui est au début du film. Et bien sûr, elle est déjà un peu, comment dire, dans une certaine détresse parce que tu sens qu'elle est toute seule. Mais à ce moment, quand tu la vois au début, elle n'est pas encore dépendante, elle n'est pas encore droguée. Elle n'est Donc pas tu encore vois vraiment, dépendante, mais elle est. tu vois Attends, toute son évolution quand même. attends, parce que sa dépendance, c'est pas la drogue à la base. Comme je te dis, c'est elle, c'est son addiction, c'est la télévision qui lui dicte sa vie. Donc ils disent qu'il faut qu'elle maigrisse, qu'elle reste jeune, machin, tout ça. Mais elle, en fait, son truc, c'est que ce qu'elle veut, c'est retrouver son passé, en fait. C'est ça qu'elle veut. C'est totalement Mm. retrouver son passé. Et c'est ce qui. D'ailleurs, c'est ce qui. Enfin, sa fin, elle est super triste à elle, bien plus que les autres, je trouve. Enfin, personnellement, tu vois, elle m'a beaucoup plus attristé que les autres, même si les autres étaient tristes aussi. Hein. Mais parce que tu sais, ces coupes fins, bah du coup, au final, ils ont coupé carrément. Ils ont coupé définitivement tout lien avec la réalité, tu vois. Et Mm. ce qui l'a emmené à se faire. On spoil ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui.
puisqu'ils l'ont emmené à se faire lobotomiser. Et en fait, du coup, comment dire? Comment je pourrais expliquer ça? Je trouve pas les mots. En Non, mais fait, c'est ça, pas facile, hein, en cherchant, en voulant rechercher le passé qu'elle a déjà perdu, elle a jamais, donc, sans jamais couper le fil avec ce passé-là, tu vois, bah, ça lui a fait perdre le fil de son avenir, en fait. Ça, ouais, je l'ai bien dit là, putain, c'est beau. Ne ouais, pas avoir coupé le fil de son passé lui a fait couper le fil de son avenir. Ah, des fois, ça m'arrive de sortir des belles phrases. Bah, celle-là, je la garderai en tout cas. Je vais enlever tout le reste que tu as dit, mais ça, Voilà, ce tu petit fais pas tout le moment-là, reste, tu gardes que on cette va phrase. faire un entretien de 2 minutes, il y aura juste ta phrase. Je vais la mettre 5 fois d'affilée. Elle a pas coupé le fil de son passé, donc elle a coupé le fil de son avenir. Voilà. Voilà, pas un truc comme ça. Un truc comme ça. Non, mais c'est joliment dit, et c'est vrai que, en fait, en refusant de vieillir et d'être comme elle est, voilà, elle va chercher coûte que coûte à trouver un moyen de maigrir, en tout cas de rentrer dans cette robe. Et clairement, c'est ce qui va l'amener à... de revoir le bonheur qu'elle avait dans le passé, en fait. C'est pas forcément maigrir, c'est juste de retrouver le Oui, bonheur oui. qu'elle avait quand elle était jeune. Oui, tu as raison, c'est de rentrer dans cette robe pour s'imaginer, si je rentre dedans, ça veut dire que je suis encore dans cette époque, quoi. Enfin, il y a Moi, il y a quelque chose un peu comme ça. côté, il y a un côté comme ça, ouais. Les autres personnages, pour moi, ils sont, Attends sont juste 2 moins... secondes, faut qu'on ouais. parle de la réalisation quand même par rapport à elle. Ouais, on peut, ouais, bien sûr. Parce que c'est quand même elle a la meilleure réalisation du film, quand même, tu vois. Parce que quand même, t'as tout ce côté, tu sais, de distorsion du temps. Par Ouais. exemple, Quand elle retourne voir le médecin et puis que tu vois les personnages mais bouger. déjà, même avant, déjà quand elle est chez elle, qu'elle fait le ménage, tout ça, c'est en time-lapse. En Ouais. time-lapse. Je vais réussir à le prononcer. Et en fait, ça montre une certaine monotonie Ouais, complètement. de sa vie. Mais La banalité, tu sais, tout ça, tu vois. T'as il y a aussi. le frigo. Pour moi, le frigo, c'est impressionnant parce que tu vois, elle est toute seule dans sa maison et en fait, par des jeux, il fait beaucoup de split screen aussi où il te montre le frigo et elle en train de regarder le frigo. Il y a tout un côté où, par des jeux effectivement de mise en scène, il te fait comprendre qu'elle est solitaire, toute seule, et que en fait, c'est pas forcément que lutter contre le fait de manger, mais c'est lutter contre, comme elle a rien à faire, c'est vachement difficile pour elle de réussir à penser à autre chose, ou elle est forcément omnubilée par ce qu'elle peut pas faire. Enfin là, elle peut plus manger, donc du coup, elle arrête pas de penser à son frigo. Et elle bénéficie effectivement quand même, elle, de plusieurs effets en fait pour montrer en fait comment son délire en fait va augmenter petit à petit, quoi. C'est vrai qu'au début, on voit qu'elle parle beaucoup, qu'elle arrête pas de couper la parole, mais ensuite on voit que ça passe dans une autre phase où elle est beaucoup plus spectateur et elle est plus du tout actrice des situations. Elle fait que en fait halluciner et avoir des hallucinations. Ouais, complètement. Enfin, c'est parce que les autres personnages, en fait, ils sont, pour moi, hein, c'est des drogués. Enfin, c'est des consommateurs réguliers. Donc, tu les vois, en fait, comme je te disais un peu au début, quand ils ont de quoi se droguer, tout va bien. Ils mettent de la musique, c'est la fête. Ils se font des câlins. Enfin, ils pensent au futur. En fait, quand ils ont du matos, c'est ça. On peut dire que presque tout va bien. Et par contre, dès qu'ils ont une pénurie ou dès qu'ils sont en rupture, là, c'est d'autres personnages que tu découvres où tu vois en fait le côté
effectivement ultra dépendant, quoi. Ouais. Surtout chez Jennifer Connelly, je trouve qu'il y a des moments, elle reste dans l'appartement, mais elle attend qu'on lui amène sa drogue, quoi. Enfin, et en fait, les seules fois où ils s'engueulent, où ils sont vraiment en, en opposition, c'est dans les périodes où ils ont pas d'héroïne, quoi. Donc en tout cas, c'est aussi une critique de tout un pan de la société, des jeunes junkies de cette époque-là, hein. Mais je trouve que effectivement, c'est moins intéressant peut-être que la folie qu'on va voir s'amener progressivement du côté de la mer, quoi. Hmm. Ouais, complètement. Complètement. Bah, elle perd complètement pied de toute manière. Elle, tu la vois vraiment devenir complètement déconnectée de la réalité au fur et à mesure. La scène, encore une fois, la scène du médecin, c'est ça, hein, le fait qu'elle est ralentie pendant que tout se passe en vitesse accélérée autour d'elle. Ce que ça veut dire, c'est que elle est complètement déconnectée du monde, complètement. D'ailleurs, c'est un procédé, ça que réalisateur que j'aime beaucoup, Wong Kar-wai, a pas mal utilisé, et surtout dans pourquoi je montre moi Tu sais, je montre le coffret, tu sais, comme si quelqu'un veut le voir. Chunky Express, qui est un super film aussi. C'est un génie, ce réalisateur aussi. Mais voilà, mais c'est un procédé qui est très intéressant et qui là dans le film est vraiment très bien utilisé et très bien fait aussi d'ailleurs, je trouve. Jared Leto, c'est un personnage qui, alors, comme j'ai dit au début, je me souviens plus si c'est mentionné ou si c'est sous-entendu dans le film, comme quoi que c'est quelqu'un qui a de l'avenir devant lui. À la base, il a vraiment l'avenir tout écrit devant lui. Mais en fait, au début, la consommation de drogue qu'il a donc avec sa chérie et avec son pote, c'est vraiment ludique à la base. Moyen de s'amuser, tu vois, un peu comme si tu allais boire un verre entre potes, quoi, tu vois. Et mais après, le truc, c'est que c'est un mec qui se rêve être quelqu'un d'autre, en fait. Il a ce côté, ces envies de grandeur, d'être quelqu'un, mais dans le mauvais sens du terme. Et du coup, il devient dealer donc avec son pote, et donc il rentre dans un monde qu'il connaît pas, qui est le monde donc Du trafic, ouais. du trafic, un monde violent, un monde brutal. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il devient de plus en plus accro à sa propre consommation, quoi. Et comme généralement dans tous les films, hein, quand le mélange, le petit mixte entre consommateur et dealer, c'est pas très bon. Et le truc, c'est que ça symbolise un petit peu, je trouve, comment je peux le dire, sa perte de conscience morale. Et petit à petit, dans tous les mauvais choix qu'il va faire, il a une rupture donc assez lente, mais qui se fait au fur et à mesure du film. Donc du coup, de tout l'avenir, c'est un avenir tout tracé qu'il avait, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, généralement, tous les mauvais choix qu'il va faire, ils sont symbolisés par un fondu au blanc. Ouais, il y en a plein dans le film. Je pense exactement. Comme s'il cramait sa vie à petit feu. Tu vois. Ouais, il y a de toute façon une réalisation, enfin pour chaque personnage qui est assez intéressante, où tu sens qu'il y a un travail par la répétition d'images et certaines mises en scène. Et pour lui, lui c'est vraiment, à chaque fois ces prises d'héroïne avec les cuts. Tout à l'heure, je parlais du fait que ça soit cyclique, c'est-à-dire que, en fait, comme à chaque fois qu'il se drogue, ils nous mettent la même série d'images et de cuts, avec la pupille qui se dilate, tout le processus en fait de création du fixe et tout ça. Pour moi, il y a vraiment une volonté de nous montrer que ça se répète, en fait, qu'ils en prennent.
Et effectivement, quand ils en prennent pas, quand t'as pas ces cuts avec la prise de drogue, bah tu les vois, ils sont pas bien, ils sont palos, ils sont Quand il en devient accro, ouais. Quand il en devient accro. Au début, il est pas accro au début. Au début, il est pas accro, il le devient petit à petit. au début, il est pas accro, il est quand même déjà au stade de prendre la télé de sa mère pour aller s'en procurer, quoi. Oui, mais parce que comme je te dis, il veut pas travailler, donc il a pas d'argent, tu vois. Mais c'est un mec qui veut une vie facile, une vie de petit con, quoi, tu vois. Ah bah, Encore, ce qu'il cherche, la scène avec le flic qui s'imagine, ouais. tu vois. Mais il y a une scène où, en tout cas, il est avec sa copine et justement, il parle d'un futur possible et tout ça. Et clairement, lui, c'est sûr qu'il se voit en train de vendre de la drogue, d'avoir assez d'argent pour ouvrir une boutique. Mais elle lui dit qu'en gros, elle a jamais vraiment pensé à travailler parce que ça lui permettrait pas de passer ses journées à être défoncé avec lui, quoi. Donc ils sont quand même de base dans une décision de s'auto-détruire, quoi. Bah, le truc, c'est que cette drogue leur permet enfin, surtout elle, pour le coup, mais même lui de temps en temps, de s'approcher de cette quête du bonheur qu'ils ont envie. Alors que techniquement parlant, lui, son bonheur, c'est elle. D'ailleurs, tu l'as aussi sur la scène de fin, où il se rend compte que quand il a tout perdu, la seule chose qu'il pense, c'est à elle, en fait. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce bonheur qu'ils vivent, ils ne le partagent pas. C'est-à-dire que tu as une scène, je sais pas si tu vois c'est laquelle, c'est quand ils sont allongés tous les deux, et ils se caressent, tu sais, le visage, le corps et tout ça. Ouais, je vois très bien. Scène, pourtant, ils sont côte à côte, la scène est en split screen. Mm. Tu vois, et c'est comme si vraiment ils ne partageaient pas ce bonheur-là. Chacun ils sont égoïstes dans leur bonheur, tu vois. En plus, c'est pas corrélé, c'est-à-dire que les mouvements d'un côté de l'écran ne va pas avec les mouvements qu'on voit de l'autre côté. Donc il y a une volonté même de nous montrer que ils sont désynchronisés, ils sont pas dans sur un chemin, enfin ouais, il y a ce côté asynchrone. Exactement. Comme une autre scène où on les voit aussi chacun allongé, mais tête bêche, enfin avec le corps chacun dans une direction et la tête au même niveau. Il y a toujours en tout cas cette volonté de montrer qu'ils vont pas dans le même sens, quoi. Totalement. Et puis en fait c'est ce que je te disais, c'est que pour moi en fait tout va bien dans leur couple quand ils ont de la drogue, mais dès lors qu'ils en ont plus, c'est une catastrophe. Et c'est là où ils s'envoient des missiles. Enfin, et c'est comme ça que lui donne d'ailleurs le numéro du fameux gars qui échange des doses contre pour des prostituées. Il a prostitué déjà avant pour de l'argent. Oui. Et d'ailleurs, cette scène-là te montre qu'à ce point-là, il sacrifie donc la seule chose qui compte pour lui à ses yeux à la base, il la sacrifie pour son propre intérêt, donc son propre bonheur personnel. Tu vois. Oui, c'est vrai, quand il s'assoit, cette scène, elle est dramatique, ouais, quand il s'assoit à côté d'elle, qu'elle lui dit mais tu sais pas ce que tu me demandes exactement, et que lui, tu comprends qu'il comprend, sauf que il fait rien, il dit rien, et il dit bah, vas-y, ça sera vite passé, et puis après on pourra se régaler. Enfin, il y a ouais, complètement, il y a une absence de réaction, en tout cas. Ouais, complètement. Ouais. Mais de toute manière, lui, enfin, tout est fait pour l'éloigner de tout le monde. À la fin, quand sa mère se fait lobotomiser, que lui se fait couper le bras en même temps, tout est synchrone en plus. Que sa copine, donc du coup, il la perd, et que son pote aussi, du coup, parce qu'ils prennent pas le même chemin au final à la fin. Bah, ça te montre aussi donc le pouvoir de la drogue, la destruction qu'elle peut provoquer, tu vois. D'ailleurs, en parlant du bras en plus, je t'en avais parlé en plus en off. C'est pour moi le démembrement de son bras, le fait qu'on lui coupe, ça symbolise un peu le démembrement de sa morale à ce moment-là. Tu vois, ça y est, il a qu'une morale. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il pleure parce que
il l'a perdu. Il le dit en plus, hein, l'infirmière, elle est partie, elle reviendra plus. Il pleure. Tu comprends que plus rien ne le rattache il a plus d'attache à la morale, en fait. Tu vois, plus rien ne peut l'empêcher de partir en cacahuète, puisqu'il n'a plus rien il n'a plus rien à quoi se rattacher. Après, je surinterprète certainement à ce moment-là pour le coup du bras, mais je trouve qu'il y a une petite symbolique derrière. Non, mais il y a. Oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, tout le monde perd quelque chose dans ce film, sauf peut-être Marlon, qui lui On va en parler, ouais. s'en sort peut-être avec le moins de casse, mais ils vont tous y laisser quelque chose. La mère, elle va y laisser son cerveau. Jennifer Connelly, elle va y laisser son honneur, enfin son respect d'elle-même, C'est pas ça qu'ils perdent. Ça, c'est la première chose que tu vois. Mais ce qu'ils perdent derrière, la mère, ce qu'elle perd, c'est sa vie, hein, tout simplement, parce qu'elle est lobotomisée, donc elle a tout perdu, pour le coup. Donc tout ce qui représente son bonheur, hein, son fils, ses amis, machin, tout ça. Lui, il perd tout ce qui compte dans sa vie, son pote, sa nana et sa mère. Elle, ce qu'elle perd, c'est sa fibre artistique, qui est représentée d'ailleurs à la fin. C'est très discret, mais tout à la fin, quand elle revient de la fameuse scène, Ouais, la scène où à l'époque les jeunes ceux de ma génération de l'époque ont fait beaucoup pause sur cette scène. On va pas se mentir, mais quand elle rentre chez elle et qu'elle s'allonge sur son canapé, donc qu'elle sourit un peu parce qu'elle a sa drogue, t'as donc un dézoom arrière. Et en fait, tu vois par terre tous les croquis qu'elle a fait, mais qui sont un peu chiffonnés, un peu machin. Et donc, en fait, c'est la rupture totale de sa fibre artistique. En fait, ce qu'elle a perdu, c'est sa fibre artistique, tu vois. Qui est aussi une critique, du coup, il se sert du personnage de Jennifer Connelly. Marianne ? Ouais, Marianne. Ouais. Il se sert d'elle pour parler de tous ces artistes qui disent, comment dire, oui, j'ai besoin de ça pour voilà. Pour la création, Voilà. Alors oui, c'est vrai que tu as beaucoup d'artistes qui ont consommé de la drogue et qui étaient talentueux, mais est-ce qu'ils n'étaient pas tout simplement talentueux de base ? Et voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont pris de la drogue et pour augmenter leur talent et qui sont tombés complètement dans l'oubli, tu vois. Elle, c'est vraiment voilà, c'est même l'inverse de la création, en fait, elle, quand tu réfléchis, tu vois. C'est ouais, c'est l'inverse de la création. C'est l'inverse de la création. Comment je pourrais dire ça ? En tout cas, elle a plus aucun amour propre. Elle a vendu son amour propre pour et elle sacrifie tout pour la drogue. Elle montre qu'elle est vraiment prête à tout. Oui, complètement. Ouais. À tout faire, quoi. C'est probablement d'ailleurs le personnage qui est le plus froid, parce que finalement, elle paraît froid. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, ça. Le fait que Marianne, dans le film, c'est un personnage très froid, très machin, nanana. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Elle peut paraître froide. Bon, même Marianne, c'est une artiste. Une artiste, les artistes, généralement, ils vivent dans leur propre monde. Elle peut paraître froide, sauf que quand tu regardes le film, elle subit toutes les conséquences de Jared Leto dans le film, en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'elle devient tellement accro à la drogue qui du coup elle se détache même de sa propre âme, en fait, donc son âme artistique qui est son âme à elle, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle peut paraître froide, machin, mais c'est juste que elle est complètement déconnectée, en fait, au fur et à mesure du film. Ouais. Non, mais de toute façon, elle, c'est vraiment la symbolique de la destruction de la créativité par la drogue. C'est l'inverse de la création, ce que je disais tout à l'heure. Après, elle montre aussi quand même qu'elle a toujours été entretenue, parce que je pense que elle a jamais vraiment travaillé,
Et avant même, tu vois, d'aller faire de la prostitution contre de la drogue, elle faisait déjà un peu, alors pas de la prostitution, mais elle Elle avait arnaquait déjà, les gens. voilà, Il tu y vois, avait déjà sa famille où elle récupérait de l'argent et c'est pas vraiment de l'arnaque, c'est, elle faisait miroiter des choses voilà, pour c'est avoir ça. certaines Enfin choses. bon, Mais euh, c'est elle était, ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que c'était déjà quelqu'un qui n'était pas dans un cycle normal, tu vois, pour moi. bah, c'est une artiste. Les artistes, comment expliquer ça? Parce que voilà, il faut que je trouve les bons mots parce que, tout d'un côté comme de l'autre, les gens vont mal prendre ce que je vais dire ce que je veux dire. Les artistes ont leur propre univers, tu vois? Pour avoir déjà côtoyé des artistes, les artistes, ils ont leur propre univers. Mhm. Hem, Ils sont pas dans le même «monde» entre guillemets que les autres gens. Ils ont un regard d'ailleurs différent du monde que les gens, qui n'ont pas forcément de fibre artistique. Ce qui veut pas dire qu'il est un mal pour les autres, hein, faut pas déformer mes propos. C'est juste que c'est 2 univers différents. Un artiste vit dans son propre monde généralement, tout en ayant un regard sur le monde actuel. Ce qui fait que, il a bah, ça lie son art. Voilà. Mhm. Ah ouais, non, non, elle est effectivement, en tout cas, dans un monde qu'elle a créé, ou en tout cas, elle est déjà entretenue, et puis, en fait, elle va aller de plus en plus dans cet abandon, en tout cas, de sa personne, quoi, au fur et à mesure qu'elle va être dépendante de, de la drogue, quoi. Mmh. Chaque personnage, ce qu'il veut, c'est réussir son objectif, et leur objectif, c'est finalement quand même de s'enfoncer dans leur rêve Mmh. par le biais des drogues, quoi. Et c'est ce Ouais. qui va en même temps, pour la plupart, les détruire. C'est, euh, mais comme on disait, celui qui est quand même le moins, je trouve, en tâche, enfin, qui prend le moins de dégâts, ça reste quand même. Tyrone Ouais, par, Marlon Wayans. ouais. Oui, complètement. Parce- Alors par contre, assez, paradoxalement, c'est que lui est excellent dans le film, mais alors c'est vrai que je trouve que son personnage est important pour l'histoire, même pour la métaphore qu'il veut apporter, mais du coup, c'est pas celui qui est le plus intéressant du film, du coup. Non, ça reste quand même le sidekick. Très souvent, il est là pour que, voilà, il y a un ami de Jared Leto pour aussi essayer d'expliquer que c'est un engrenage qu'ils ont fait ensemble, quoi. Oui, Pour se, le truc, enfin, c'est qu'il représente plus la nostalgie, lui, en fait. ce que je veux, ouais. Bah oui, oui, lui, par rapport au fait, au passé, effectivement, lui, il Voilà. recherche, il est dans une perpétuelle recherche de son passé. Bah, Ah, c'est pas le ouais, passé. Lui, c'est pas le passé. Lui, c'est vraiment l'enfance, donc bercé par sa maman, qui cajolait et pourquoi l'enfance? C'est parce que la période de l'enfance, ça représente l'ignorance, en fait, l'ignorance de la vie qui est très dure, tu es protégé par ta maman, si tu as une bonne mère quand même et tu es ignorant de toutes les difficultés que la vie peut t'apporter, en fait. Et lui, depuis qu'il est adulte, visiblement, c'est ce qu'il recherche. Il se berce là-dedans. C'est pour ça qu'il consomme d'ailleurs, pour pouvoir retrouver, pour pouvoir retrouver ça. D'ailleurs, quand il va en prison, du coup, à la fin, enfin, même au fur et à mesure du film d'ailleurs, parce que tu as aussi la scène dans la voiture où le mec il se fait buter devant lui. Mais tu as aussi, voilà, où il finit à la prison. En fait, d'ailleurs, à la prison, il fait pour la première fois connaissance du racisme, d'ailleurs, de la solitude aussi, puisqu'il se retrouve tout seul. En fait, il passe de cette nostalgie de rester bloqué dans ce souvenir d'enfance à la dure réalité de la vie, en fait. Mm. Donc voilà. Après, oui, c'est celui qui s'en sort le mieux parce que qui dit prison dit comment on appelle déjà ça, cure. Donc peut-être une rédemption Désintox. si il prend le bon chemin. Ah, bien sûr. Voilà. Après, on n'a aucune idée de ce que vont advenir les personnages après, mais c'est Bien sûr sûr, que. mais c'est le but. Le but, c'est pas d'expliquer qu'est-ce qui vient après. Le but, par exemple, pour Dairon, c'est de te dire
voilà, tu peux avoir une chance de t'en sortir, mais après, il faut faire les bonnes décisions. Voilà. Tyrone, c'est quand même celui qui s'en sort le mieux dans le film. Complètement. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est celui aussi qui est le plus averti, parce qu'il voit, en tout cas, il voit son pote, il voit, je pense qu'il peut être aussi marqué par ce qui arrive aux gens autour de lui, quoi. Donc, c'est après, oui, probablement c'est celui qui assez devrait avoir le plus. assez paradoxalement, le fait qu'il est resté bloqué dans son enfance comme ça, du coup, de se prendre la dureté de la vie en pleine gueule comme ça, par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, c'est peut-être le seul truc qui le sauve et qui du coup, fait ça peut qu'il n'a être pas la finalité des autres. Et du coup, on peut parler de la réalisation, hein, de ce qu'a fait Aronofsky dans le film, parce que c'est un film très spécial quand même au niveau de son montage. Je pourrais apporter une dernière petite phrase par rapport au personnage, mais ça englobe tous les personnages, t'inquiète pas. Qu'ils soient tous à la recherche du bonheur comme ça, d'un certain côté aussi, ça peut montrer un vide intérieur. Tu vois, mais un vide illusoire, d'une certaine façon. Parce que techniquement parlant, le bonheur, ils l'ont déjà. C'est juste que le bonheur n'est pas constant. Bon, voilà, maintenant on passe à la réflexion. Non, mais t'as raison. C'est en cherchant leur idée du bonheur que finalement ils s'en éloignent, quoi. Du réel bonheur, en tout cas. Donc la réalisation, moi je te disais, c'est un film très spécial au niveau du montage, même au-delà des destins tragiques des personnages, il y a vraiment, la réalisation joue un rôle vraiment important dans le film, et toute la mise en scène. C'est une mise en scène qui raconte quelque chose. Complètement, ouais. Il y a beaucoup d'effets utilisés qui ont à chaque fois quand même un but. Et c'est vraiment, je pense, assez. C'est ce qui donne à ce film, en tout cas, une empreinte vraiment particulière. On peut pas le nier, vraiment, beaucoup de choses qui sont faites dans la mise en scène, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est en plus, c'est progressif dans le film. C'est-à-dire que les gens résument ce film généralement à un montage ultra cut très rapide. Sauf que c'est pas vrai, en fait. C'est progressif dans le film. C'est petit à petit. Plus tu t'approches de la fin, plus le montage est extrêmement rapide, très nerveux, tout ça. Mais au début du film, ça reste un montage assez normal, entre guillemets, tu vois, assez lent. Même les prises de drogue, les montages des prises de drogue sont rapide, certes, mais il s'accélère de plus en plus au fur et à mesure que le film avance, tu vois. On atteint même limite un montage ultra cut vers la fin du film. Alors le montage comme ça, très rapide, ça montre aussi une montée d'adrénaline, hein, on va pas se mentir. Mais le fait que ça s'accélère autant au fur et à mesure du film, ça te montre à quel point qu'ils sont en train de brûler leur vie à une vitesse dingue, tu vois. Et plus ils se rapprochent de la fin, plus la finalité est inexorable. Inéluctable, ouais. Inéluctable, ouais. Inexorable. Mais c'est exactement ça. Pour moi, ça montre cette fin qui s'accélère. C'est vraiment synonyme de l'inévitable, quoi. On voit qu'en réalité, comment dire, c'est un peu l'évolution de la folie, quelque part, quoi. Au départ, ça va être calme, ça va être tempéré, tu vas encore pouvoir faire la part des choses, et au fur et à mesure, tu vas de plus en plus perdre pied, et puis à la fin, tu n'es même plus acteur de ce qui se passe. Donc t'as vraiment ce côté-là qui est retranscrit dans ce montage. Il y a des effets pour tout, parce qu'il y a, comme tu le dis là, pour moi, ça c'est le rythme du film. Il y a vraiment un effet dans le rythme du film.
où au début, on pose les choses, c'est encore assez calme, ils sont pas encore trop dépendants, ils ont encore, en plus, ils ont de quoi se droguer, donc on est sur une phase qui est un peu plus calme, et puis au fur et à mesure, ça va s'accentuer, et on arrive effectivement à la fin où tu n'as plus une seule scène qui dépasse les 2 minutes, je crois. Enfin, c'est vraiment tac, 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 tac. 2 minutes, non, plus court que ça, mais oui, complètement. Beaucoup plus court que ça. Mais oui, complètement, c'est de plus en plus rapide. Oui, c'est de plus en plus rapide, oui. Non, carrément. Et puis, ce côté cut des prises de drogue vachement répétées, ça a aussi le côté de te montrer à quel point ils en prenaient. Parce que souvent, dans les films, tu sais que les personnages ont pris de la drogue, mais là, le fait de le répéter plein de fois, je pense que ça montre aussi l'accumulation, quoi. Ça montre l'accumulation. Ça montre l'excès et le fait d'enchaîner et puis comme je te disais, ça montre aussi une poussée d'adrénaline. Et d'ailleurs, même ces montages cut, tu remarqueras qu'à la fin, ils sont encore beaucoup plus rapides. Et ça montre les effets, en fait, les effets destructeurs que ça a sur eux. Ça montre à quel point ils sont en train de brûler leur véhicule de plus en plus rapidement. Il n'y a pas que ça dans le film, il y a plein. On a parlé tout à l'heure des différents scènes de split screen, je vais y arriver. On a parlé de quelques astuces de réalisation, on a parlé des fondus au blanc. T'as le fisheye aussi, qui est plus prononcé à partir de la seconde partie du film d'ailleurs, qui est beaucoup plus prononcé. Afin de te marquer vraiment non seulement la folie, mais aussi l'isolement qu'ils ont par rapport au reste du monde. Qui est vachement intéressant. T'as aussi un montage alterné dans le sens où quand ils font un mauvais choix, les personnages généralement, déjà t'as la musique, le thème principal qui apparaît, mais en même temps, pour certains personnages, comme des fois ça peut ne pas être évident qu'ils ont fait un mauvais choix, on va te le mettre en montage alterné. Par exemple, tu sais quand la mère elle poste la lettre pour participer à la télé. Ouais. C'est en montage alterné où son fils, donc Harold, accepte le premier deal. Tu vois, les deux scènes sont alternées et ça te montre que du coup, les deux ont fait un mauvais choix, tu vois. Et en plus, ça se finit après par un fondu en blanc, encore une fois, pour te marquer encore une fois qu'ils ont fait un mauvais choix, qu'ils sont en train de brûler leur vie. Mais des fois, voilà, quand ils ont fait un mauvais choix qui est pas forcément, qui va pas forcément te sauter aux yeux. Aronofsky t'a donné une petite astuce au niveau de la réalisation, c'est de te le montrer en montage alterné avec un autre choix qui, lui, est clairement un mauvais choix, c'est visible de tous, on ne faut pas être débile. Mais du coup, le fait qu'ils soient tous les deux en synchronisation à ce moment-là, tu vois, et en montage alterné, te montre que l'autre aussi, c'est un mauvais choix qu'elle a fait. Même si sur le papier, ça te montre, tu pourrais te dire c'est génial quoi ce qu'elle fait. Et en fait, non, ça te montre que c'est un mauvais choix aussi. Et je trouve ça super intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment un travail de réalisation qui est pareil. T'as aussi, on a parlé des distorsions de temps qu'il y a, mais tu as un travail sur le son aussi pendant les distorsions de temps, tu vois. T'as le son qui va saturer, qui va ralentir, qui va accélérer, tu vois. Même la musique, tu vois. La musique de fond, stratégique, va au rythme de ce que tu vois à l'image. C'est-à-dire que si l'image est en ralenti, la musique va être au ralenti, tu vois. Des fois, il va même être distordant quand tu as des effets un peu spéciaux comme le fisheye, tu vois. Il y a vraiment un travail au montage qui est époustouflant. Pour un deuxième film, en plus de ça, c'est époustouflant le travail qu'a fait Aronofsky sur ce film. Vraiment. Non, mais je suis d'accord que c'est... il a réussi à utiliser plein de stratagèmes pour donner encore plus de profondeur et encore plus de réalisme. Pardon.
Vas-y, c'est bon, continue. Et vraiment, comme tu l'as dit, la musique, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle pas de la musique, mais c'est Clint Mansell. C'est pas que Clint Mansell, c'est Clint Non, il y a Mansell et il a aussi fait appel au le quatuor Kronos à cordes, Quartet. voilà, le Kronos Quartet. Ouais, tout à Exactement. fait. C'est ce que j'ai vu en me renseignant, mais cette musique, de toute façon, c'est aussi ce qui fait de ce film un si gros classique, parce qu'elle est tout de suite devenue synonyme de d'échéance, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, c'est vraiment la musique qui a tout de suite pris, ce côté dramatique, ce côté vraiment sombre. Enfin, tout ça colle avec ce qu'il met à l'écran, le montage qu'il fait, la musique qui est mise. La musique aussi, elle est comme le film, elle est progressive. Tu vois. En plus, elle s'accélère de plus en plus au fur et à mesure que la musique se déroule. Elle est comme le film, parce que le film est pareil. Il a un rythme lent qui s'accélère de plus en plus pour finir en apothéose finale totale et finir en apothéose finale. Qui se finit dans une apothéose totale. La musique, elle est pareille. Quand tu l'écoutes, le thème principal, mais même les autres musiques, tu vois, elles sont à peu près pareilles, tu vois. D'ailleurs, par rapport au Kronos Quartet, je fais une petite aparté vite fait. C'est souvent dedans. C'est une erreur parce que Sunny Young, elle a rejoint le groupe, elle a remplacé quelqu'un du groupe fin 2000, début 2010. Donc à la base, elle faisait pas partie, elle faisait pas partie du quatuor à l'époque du film. Donc voilà. Mais ça n'enlève rien à son talent. C'est juste que c'est un petit fait qu'il faut corriger quand même. Yes. Ah ouais, non, mais ça, comme tu l'as dit, en tout cas, ça enlève pas aussi au Kronos Quartet le talent de cette musique qui est incroyable, quoi, qui te prend vraiment. Enfin, je pense que c'est une des musiques, cinéma qui a marqué le plus de gens ces 20 dernières années, je pense quand même, quoi. Tout le monde. En même temps, c'est une musique qui a été très réutilisée, quoi. Donc forcément, ça accentue le fait que les gens la connaissent. Mais oui, complètement. Après, quand tu regardes bien, c'est souvent le cas des musiques de Clint Mansell et même du Kronos Quartet, même si les gens ne savent pas forcément. Souvent, les musiques des uns ou des autres sont reprises et celle-là en fait partie complètement même. Complètement. Ouais. Mais donc, en tout cas, c'est par rapport à ce qu'on disait, c'est sûr que la réalisation mélangée vraiment aux performances des acteurs et à cette musique, enfin, on est vraiment dans une descente aux enfers, une plongée, en tout cas dans la spirale négatif, quoi, des personnages, quoi, et le tout dans un shaker. Aronofsky vraiment comme tu l'as dit, c'est son deuxième film, et c'est sûr que c'est un ovni, quoi. Quand tu vois le film, c'est quelque chose, quoi. C'est une épreuve. C'est comme un chemin de croix, quoi. Tu sais que tu vas quand même partir dans la définition de la descente aux enfers, quoi. Oui, complètement. Mais moi, ce qui est intéressant sur ce film, c'est que ce que tu as dit déjà. Ensuite, la réalisation, hein, clairement, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est une œuvre puissante, aussi bien sur le plan visuel que sur les idées, que sur la réalisation. Tiens, une idée tout con, c'est que le film est très générationnel de l'époque, même si aujourd'hui c'est toujours à peu vrai, parce qu'il s'adresse vraiment à la jeunesse, en fait, contemporaine à l'époque, encore une fois, comme toujours, parce qu'il inclut les médias, la drogue, le sexe. C'est ce qui parle aux jeunes, tu vois, de l'époque. Aujourd'hui, les médias, oui, toujours, mais c'est plus la télé, c'est plus les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, tout ça. Ouais. Mais j'adore la réflexion qu'il apporte sur l'addiction, la réflexion qu'il apporte sur
sur cette société qui te bouffe, ce fameux rêve américain qui n'est qu'une illusion, sur la réflexion qui est sur la quête du bonheur, le fait d'en vouloir toujours plus, sur l'excès, sur... Enfin, il y a énormément de thématiques. Le film est très riche et beaucoup plus riche que ce qu'on peut penser. Et c'est pas qu'un film sur la drogue, tu vois. C'est Non. même pas vrai. En fait, quand tu vas bien, c'est pas vraiment un film sur la drogue. La thématique principale, ça tourne autour de la drogue, mais c'est plus, comme je te dis, voilà. Non, tout le reste, on est d'accord. Sur ce point-là, c'est une critique de la société par le prisme, effectivement, de consommateurs de drogue. Mais clairement, on y voit bien plus que la critique de consommateurs de drogue. Il y a vraiment toute une critique de la société moderne, enfin en tout La cas, société destructrice, qui c'est détruit ça. plus qu'autre chose. Ouais. Tu parlais d'addiction, et du coup, je pense que c'est peut-être le bon moment aussi de passer un peu à l'analyse des drogues dans le film. Donc, c'est les trois axes que j'aime bien remettre en avant pour bien analyser quel est le rapport entre ce film et les drogues. Et donc, mes trois axes, de toute façon, on en a déjà abordé la plupart, mais le premier, c'est la mise en scène. Donc là, c'est sûr qu'il y a un travail de mise en scène par rapport à la consommation. Donc déjà, on a tous les artifices de montage qui sont faits avec les cuts pour montrer la consommation. On a aussi, comme tu l'as dit, des moments plus calmes dans la réalisation pour montrer qu'ils peuvent être posés, qu'ils peuvent être cool. Enfin, il y a tout un jeu pour montrer, enfin de mise en scène à chaque fois pour essayer d'accentuer l'explication des différentes phases, quoi. Il y a on se fait le fixe rapide parce que ce qu'on veut, c'est être défoncé. Donc, tac, 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 le fixe, c'est très rapide. Puis après, on écoute du son, on met de la musique, et là, c'est plus long. On voit les gens danser et tout ça. Donc, il y a une volonté vraiment d'associer à la mise en scène, par rapport aux drogues, et d'essayer d'utiliser différents moyens pour mettre ça en avant. Dans le film, il y a plusieurs drogues qui sont prises, hein. On a parlé de l'héroïne, on a parlé des amphétamines, mais à d'autres moments, ils fument aussi du cannabis. Enfin, tu vois des joints se rouler. C'est d'ailleurs assez marrant parce que c'est pareil que les fixes, quoi. Le montage du joint est très rapide et après, tu les vois fumer et c'est plus posé, quoi. Le cannabis, dans ce film-là, il fait vraiment office de petite drogue. C'est sûr que tout tourne autour vraiment plutôt de drogues qui sont bien plus destructrices et bien plus violentes en termes de dépendance que ça, quoi. Ouais. Donc non, au niveau de la mise en scène, il y a vraiment une volonté de parler des drogues et en tout cas de montrer, de jouer en tout cas de la mise en scène pour essayer d'expliquer à la personne qui regarde comment ça se passe, quoi. Au niveau de la crédibilité, donc le deuxième axe, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais en tout cas pour moi, le film se veut vraiment être le plus réel possible, le plus crédible, quoi. Il y a une volonté d'essayer de coller à la réalité. On n'est pas vraiment dans une fiction. Enfin, en tout cas, on est dans une fiction, mais on est dans une fiction qui est vraiment réaliste, qui essaye de montrer les années 2000 aux États-Unis et par le prisme de ces personnages-là. Mais comme le film a une volonté d'être crédible, les prises de drogue et les effets sur les personnages semblent crédibles aussi. Après, c'est vrai que les amphétamines, je connais pas assez bien pour savoir si ça peut faire devenir fou les gens, mais je veux bien croire le film sur le fait que l'abus et la consommation parce que c'est du speed mélangé avec d'autres médicaments,
bah, on voit que voilà, ça a aussi des effets dévastateurs Hmm. sur la personne qui en prend. Donc, il y a vraiment une volonté d'être au plus proche de la réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le film est beaucoup utilisé même dans des écoles pour faire des campagnes, pour dire faites attention à voilà, ce que ça peut entraîner de prendre des drogues et tout ça. Enfin, je sais qu'il a été utilisé pas mal pour essayer de mettre en avant les mauvais côtés En France aussi. qu'il peut y avoir sur la drogue. En France, je sais pas. Aux États-Unis, oui, mais en France, je sais pas si ça a été fait ça. Je pense pas qu'en France, je pense on le fera peut-être dans 50 ans. Hmm. Mais non, en tout cas, ce que j'avais vu, c'est que c'était dans les lycées américains qu'ils avaient fait des pour sensibiliser la jeunesse. Effectivement, ils avaient fait des diffusions du film. Donc il y a quand même une volonté, voilà, de montrer des aspects qui sont le plus proche de ce que d'autres personnes ont pu connaître, je pense. Et je ne sais pas à quel point ils se sont renseignés, s'ils se sont inspirés de Carrel ou pas, mais en tout cas, voilà, on peut croire à tout ce qu'on voit dans le film, quoi. Il y a pas de choses qui paraissent exagérées, quoi. Hmm. D'accord. Et donc la dernière partie, c'est la place de la drogue dans le film. Donc tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est pas un film sur les drogues, mais en fait, c'est un film sur effectivement des addictions. Là, en l'occurrence, c'est une addiction aux drogues dures. Donc nécessairement, ça a un impact important sur les consommateurs qui en prennent, parce qu'on sait, on appelle ça des drogues dures. Il y a quand même une bonne raison, c'est qu'on sait que elles peuvent avoir un impact dévastateur sur les gens qui en prennent. Et le film, en fait, te montre ça, quoi. Te dit, bah voilà, ils n'ont pas écouté le conseil. Enfin, ils ont quand même voulu prendre ces drogues-là et aller au-delà des conseils qu'ils avaient entendus. Et voilà où ça les emmenait. Hmm. Et, donc c'est la place de la drogue, c'est quand même central au film. Même si sur cette base-là, le film arrive à critiquer plein d'autres choses, notamment la société et la télévision, comme tu l'as dit. Tu sens que tout le film tourne autour des drogues, quoi. Il y a quand même une volonté de centrer, de placer les drogues au milieu de ces films pour faire un constat, pour dire voilà, il y a des junkies et il y a enfin aussi des médecins qui ont prescrit des médicaments. Voilà comment on a transformé notre société, quoi. Il y a une grosse critique sur la société, mais c'est vraiment en utilisant le levier des drogues, quoi. Hmm. C'est plus une excuse, les drogues dans le film, je trouve, comme je t'ai dit. Ouais, Leur addiction, c'est leur quête du bonheur. Enfin, ils ont une quête du bonheur, leur addiction passe par d'autres choses. Du coup, pour ça, retrouver cette Mais quête dans du bonheur. dans leur bonheur, ils incluent nécessairement la drogue. Disons que c'est un moyen simple enfin, c'est un moyen qui s'estime simple et rapide pour pouvoir accéder à leur bonheur. Ce qui est une illusion. Mais une illusion créée par la société. Puisque la société est défaillante, blablabla. Non, et puis, il y a quand même un aspect aussi, c'est que dans le film, personne à aucun moment n'essaye de sortir de cette spirale. Enfin, en tout cas, on voit pas Pas du tout. à des moments où justement ils ont pas de drogue, ils en cherchent partout. Ils sont prêts à justement à arpenter toute la ville, pour aller en chercher. Donc il y Est-ce a que la drogue est une passerelle vers ce bonheur qu'ils recherchent? hmm, Pour eux, pour chaque personnage, la drogue est le moyen d'accéder à ce qu'ils recherchent.
Tu vois, si tu pourrais remplacer ça par le Saint Graal, par une épée, par ce que tu veux, ça serait la même en fait, tu vois. C'est le moyen qu'ils ont pour pouvoir accéder à ce qu'ils veulent. Du coup, quand ils en ont pas, ils sont à la recherche absolue de cette chose. Hmm. Ouais, c'est Bon, bien ça. sûr, Mais en cherchant cette chose, en fait, ils en oublient tout le reste, quoi. Et ils s'oublient eux-mêmes, quoi. complètement. Bah, ils cherchent à. Je sais pas si ouais, enfin, on en parlera après aussi, mais pour conclure, mais d'une certaine façon, enfin, on en parlera en conclusion, mais en gros, c'est le fait de fuir une certaine réalité. Mais on en parlera après pour la conclusion. Alors, de toute façon, on va y aller tout doucement vers la conclusion. Oui, on y va. Sur la conclusion, en tout cas, de la thématique des drogues dans le film, pour moi, c'est sûr que c'est un film important à voir pour ceux qui veulent avoir une idée de comment se passe en fait la vie de quelqu'un qui prend de l'héroïne, quoi. Il y a un aspect assez documentaire, quoi, dans le film où tu peux quand même voir qu'est-ce que ça lui apporte, enfin le peu que ça lui apporte par rapport à tout ce que ça lui coûte. C'est-à-dire tu prends vraiment conscience de qu'est-ce que c'est une drogue dure quand même en regardant ce film-là, parce que tu comprends qu'en fait ils sont prêts à tout pour en avoir, vraiment à tout, même Jennifer Connelly à se prostituer. Enfin, chaque personnage montre bien qu'ils sont quand même prêts à tout pour ça. Et donc c'est vraiment assez bien documenté et assez foudroyant, quoi. Donc c'est quand même un film à voir pour prendre conscience des dégâts et de ce que ça peut faire sur des vies, quoi. Parce qu'on a peut-être eu d'autres films qui étaient un peu moins drastiques sur comment ça pouvait se terminer. Là, dans ce film-là, c'est sûr que le parti pris, c'est de montrer que ça se termine mal. Donc là, vraiment, pour chaque personnage, ça se termine vraiment mal. C'est vrai que le film a une vision très critique et très sombre de la vie, de la société et tout ça, mais aussi des personnages, parce qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a toute une réflexion qu'on peut avoir, tu vois. Par exemple, est-ce qu'ils auraient pu échapper à cette spirale infernale, par exemple? Ou est-ce que tout les emmène inexorablement vers cette fin chaotique, tu vois? Est-ce qu'on va succomber au destin qui nous est imposé? Enfin, non. Est-ce qu'on peut contourner le destin ou est-ce qu'on est condamné à laisser cette société nous détruire, tu vois? Est-ce qu'on a un libre arbitre, tu vois? Est-ce qu'on va préférer être en quête d'une comment dire ça? D'être en comment dire? Attends, je suis en train de chercher mes mots. Est-ce que tu es prêt à te détruire pour entrer dans une quête illusoire du bonheur absolu? Ou est-ce que tu es prêt à ouvrir les yeux pour remarquer les petites choses que tu as autour de toi qui peuvent t'apporter un vrai bonheur? T'as beaucoup de choses comme ça que je trouve vraiment intéressantes, tu vois. Est-ce que tu vas accepter la vie ou fuir la réalité? Est-ce que tu vas subir cette société qui nous impose comment il faut vivre, comment il faut qu'on agisse, comment il faut qu'on pense? Est-ce que tu vas la laisser faire ou est-ce que tu peux contrecarrer ça? Est-ce que tu peux aller à l'encontre de ça? Ou encore mieux, tu peux même avoir cette réflexion-là, est-ce que tu peux vivre dans cette société-là sans qu'elle te détruise pour autant, tu vois? Il y a pas mal de trucs vraiment intéressants que je trouve dans ce film-là. Il y a beaucoup de réflexions à avoir. C'est que oui, au premier abord, quand tu regardes le film juste en te posant, tu vois, et en regardant ce qui se passe, c'est pas très joyeux. Mais il y a un questionnement derrière qui en ressort quand tu grattes un peu, qui est vraiment intéressant, tu vois? Moi, personnellement, que je trouve intéressant. Et on va pas se mentir, la vie, on vit pas dans un monde de bisounours. La vie, elle est quand même pas facile.
tu vois. Plus tu vis, de toute manière, plus c'est la merde. et, et je trouve que la réflexion qu'il y a dans le film par rapport à ça, les questionnements que je t'ai posés, tu vois, c'est des choses qui ressortent de la vie de tous les jours, tu vois. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Pour moi, c'est pas Ouais. juste un film pour te dire c'est la merde. Voilà, c'est ce qui en ressort peut-être au premier visionnage ou voilà, mais quand tu grattes, tu peux avoir des questionnements intéressants. Tu vois, Ouais. tu peux en ressortir avec des questionnements intéressants. Mais peu d'espoir quand même sur Iron, la encore une société. fois. Hein? Sur la société, oui. De toute manière, on le voit tous les jours. Hein, Mm. et j'ai plus beaucoup d'espoir sur la société depuis 20 ans. Mais putain, j'ai vieilli. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Tyrone, à la fin, il s'en sort au final. Tu vois, il a même sa cure de désintox au final. Tu vois, donc il va même se sortir de la drogue. Après, et c'est là où j'ai le questionnement de tous ces questionnements qui en sort, c'est que on ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc le fait que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, s'il prend le bon chemin, tu vois. Mais la questionnement, c'est de se dire, mais est-ce que tu peux prendre le bon chemin? Est-ce que même si tu prends le bon chemin, est-ce que tu peux t'en sortir? Là, il y a un questionnement. Et le fait de ne pas te montrer ce qui devient après coup, tu peux te poser cette question. Tu peux rester sur ce questionnement-là, tu vois. Oui, bah après, tu peux être rapporté à d'autres films ou d'autres trucs qui te montrent que, comme l'impasse, où il veut en sortir, mais il est toujours ramené dedans, quoi. Enfin, c'est le côté, c'est Il y a le même un côté truc qui me vient en tête. effectivement. Attends, il y a même un truc qui me vient en tête là, tu vois. C'est tout à l'heure, je te parlais, tu sais, le fait d'être en quête, une quête illusoire sur un bonheur absolu, tu vois. Alors que tu peux aussi regarder, tu sais, au moment ouvrir les yeux et voir les petits bonheurs qui t'entourent. Mais il y a un truc par rapport à ça que du coup, je viens d'y penser, tu vois. Est-ce que ces petits bonheurs, ces petits moments de bonheur que tu peux avoir dans ta vie, est-ce que c'est pas ça qui va te créer une dépendance et t'emmener vers cette déchéance pour pouvoir, parce que tu vas avoir envie de provoquer son retour, tu vois, et même voir qu'il soit permanent, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que même le bonheur peut vraiment t'apporter du bonheur? Est-ce qu'il va pas créer ta déchéance? Tu vois, il y a pas mal de questionnements à avoir, je trouve, Mm. en regardant le film. Ah Tu peux oui, ne non, pas mais en voir, mais tu peux en avoir aussi. je suis d'accord. Il y a des questions en tâche de fond qui sont vachement intéressantes. Le film, de toute façon, est très. Enfin, j'ai dit qu'il était dur, mais après, voilà, il questionne quand même pas mal de choses sur la société, sur même le cinéma, avec tout le montage que peut apporter Aronofsky dans le film. Donc, il y a. Pour tout un tas de raisons, c'est vraiment un film à voir. Ah, mais c'est une Et réalisation qui raconte quelque chose. Hein. C'est pas une réalisation juste pour te dire, t'as vu, on t'a fait des effets styles, ça te remet plein les yeux. Ça raconte quelque chose. Ça raconte vraiment quelque ouais. chose. Ouais, c'est au service de l'histoire, hein, complètement. Voilà, chaque plan raconte. On n'a même pas parlé, mais il y a un travail sur la lumière aussi dans le film qui est génial, sur les couleurs, sur les atmosphères. Tu vois, tu as des scènes où c'est très bleuté, tu vois, pour montrer un petit peu une certaine forme de mélancolie. Tu vois, tu as des travails sur le rouge aussi, notamment avec la mer, tu vois, pour montrer toute la peur et la bizarrerie et tout le malaise qu'elle ressent à ce moment-là. Tu vois, t'as un vrai travail sur les couleurs, sur la photographie. Enfin, il y a un vrai travail de réalisateur pendant tout le film de toute manière. Mm. Je fais que radoter. Là. Je fais que radoter. Non, mais Je suis vraiment vrai. impressionné par ce qu'a fait Aronofsky, tu vois. Ce qui est assez drôle, puisque j'arrive toujours pas à savoir si le mec est un génie ou si c'est un coup de bol. Parce que généralement, quand il fait un film, il te dit, hein, moi je veux parler de ça. Et quand tu as le film, tu te dis, ouais, mais c'est pas ça que tu es en train de parler, tu vois. Et du coup, j'arrive pas à savoir si ce mec est un génie, parce que c'est un génie pour moi. Aronofsky, il fait un super beau boulot. Tous ses films, même Mother, qui a été très critiqué, que je défends, je trouve qu'il y a vraiment de l'idée, enfin voilà. Mais d'autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire, ouais, mais si je l'écoute, ce qu'il a voulu faire, c'est pas ça qui en ressort, donc tu t'es planté, donc tu vois, est-ce que tu es vraiment un bon du coup, tu vois, parce que tu as voulu faire quelque chose, mais c'est pas ça qui en ressort, tu vois. D'ailleurs, toi, tu m'as dit que tu l'as vu au cinéma, moi je l'ai vu au vidéoclub. Je l'avais lu au vidéoclub parce que j'avais lu en fait Pi juste avant. J'avais adoré, j'avais trouvé ça vraiment pas mal du tout.
Et en fait, il y avait donc Requiem for Dream au Vidéo Club aussi. Et c'était le même réalisateur. Je dis, vas-y, je vais regarder. J'ai loué et j'ai pas regretté. Mais voilà, effectivement, c'est son Ouais. deuxième film. Et c'est impressionnant ce qu'il a fait pour son deuxième film. Déjà, même le premier était pas mal. Ouais, non, le premier, pour le coup, je l'avais vu au Vidéo Club aussi. Hmm. Donc, bah, écoute, toi, tu voulais aussi discuter un peu de l'affiche. Donc, Ouais, si, mais c'est vite fait, t'inquiète pas. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est l'affiche, c'est l'œil. C'est tout simplement l'œil du c'est personnage. la pupille dilatée, quoi. Voilà, et je trouve qu'il y a une petite métaphore, peut-être que je surinterprète aussi, mais je trouve qu'il y a une petite métaphore parce que tu as cette pupille qui est complètement dilatée et d'un noir très profond, alors que l'iris est d'un bleu céleste limite. Et, et je trouve que il y a vraiment un contraste entre donc le bonheur, le paradis représenté par ce bleu, tu vois ce que je veux dire, et, et les abîmes représentés par le noir et de cet œil dilaté, tu vois. Ah non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est. Enfin, tout de suite, je pense aujourd'hui, hein, si tu vois cette image qu'il n'y a pas écrit Requiem for a Dream, je veux dire, c'est quand même. Voilà, c'est devenu vraiment le logo du film. Oui, complètement. Ouais. Et clairement, il y a ce côté, en fait, cette dualité, comme tu dis, entre le bleu qui est magnifique et le noir central où là, effectivement, on aurait nos personnages, quoi. D'ailleurs, tu as aussi une image. Ça montre même la confusion en fait de l'esprit en fait à ce moment-là entre le rêve, la quête du bonheur, donc ce fameux bleu, tu vois, et la réalité. Donc cette fameuse société machin qui est représentée par ce noir profond qui est le noir généralement est associé à des choses négatives, tu vois. Alors que un bleu comme ça pur, comme le blanc, représente généralement les symboles de bonheur, de paradis. Comment on dit? Attends, c'est putain, comment on dit déjà? Paradis onirique. Tu vois. Ok. Mais je trouve ça intéressant, tu vois. Et justement, je vois de quoi t'allais parler. Je t'ai coupé, je disais, de la fameuse scène où ils sont tous les deux donc tête à tête, mais allongés, lui au nord, elle au sud, avec toutes les photos qui tournent autour pour représenter du coup l'iris. Complètement, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est que leur tête, il est dans ce qui est censé représenter la pupille. Donc en fait, comme quoi leur esprit est déjà foutu, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais il y a une imagerie qui est intéressante et qui vient enfin, c'est un film où tu as effectivement tous les un peu l'utilisation du cinéma, mais de la musique, mais de l'image, enfin, c'est un film où il a vraiment été, je trouve, challengé en fait un maximum d'art et il a introduit quand même beaucoup de choses dans ce film. C'est pas, on pourrait le prendre comme un film de drogue. Oh, c'est encore un film sur les drogues. Mais c'est un film, on l'a dit déjà pour plein d'autres raisons, mais ne serait-ce aussi que pour l'utilisation de l'art qu'il met au service du film, c'est vraiment intéressant de voir toutes les idées qu'ils ont eues, quoi. Complètement. Moi, c'est un film, dès le départ, je l'ai dit, pour moi, c'est quand même un uppercut. Tu sais que tu vas suivre en fait les rails d'un chemin qui va mal se terminer et au-delà même de mal se terminer, tu vas le voir en fait se dégrader au fur et à mesure et tu vas pouvoir être spectateur de l'ensemble des mauvais choix, enfin des prises de décisions qui sont mauvaises. Et en fait, à aucun moment, en fait, ils mettent en avant qu'ils font des erreurs et qu'ils prennent des mauvaises décisions. Donc, t'es vraiment, en fait, t'es au milieu de ça et tu vois aucun échappatoire. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, quoi. C'est que ils foncent dans le mur.
Et pour toutes ces raisons, je trouve que le film est vraiment intéressant et enfin, c'est vraiment un film à voir. C'est un film qui est quand même assez compliqué. Tu l'as dit par toutes les métaphores ou en tout cas toute la critique qu'il peut y avoir dedans. Donc voilà, quand tu lances pour la première fois ce film, il faut s'attendre à quand même te prendre une grosse claque, quoi. Complètement. Mais je le conseille comme à tout. Mais ouais, tu peux le conseiller à tout le monde. Mais C'est un indispensable. Il faut le voir absolument, ce film. Ouais. Putain, quand il y a des bons films comme ça, il faut les mater. Il faut les mater. Et pas que les mater, les remater. Parce que ton premier visionnage, tu vas te prendre une gifle parce que le film, il est ce qu'il est. Mais plus tu vas le mater, plus tu vas voir des détails. Et c'est ça qui est génial avec ce film aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a Tu le tout un tas redécouvres de- à chaque visionnage. C'est un film travail, hein. Ça, on leur a répété, redit, je pense, pendant l'entretien, mais Complètement. Ouais. rien n'est choisi au hasard. Le montage est vraiment voulu. La réalisation, enfin le fait d'accélérer la fin du film, tout est vraiment fait pour que tu aies quand même un sentiment de malaise et d'épuisement, quoi. Aussi, à la fin, c'est une sorte de parcours initiatique. Enfin, tu mets sur des rails qui vont dérailler. Donc, faut être prêt à faire ce voyage-là, quoi. En tout cas, merci hein, d'avoir choisi ce film parce que c'était un gros morceau et il fallait, c'est clair, il fallait en passer par là, quoi. Merci à toi de m'avoir permis de parler de ce film, du coup. Parce que, Et donc, maintenant, pour finir, on va passer au bonus. Donc, Ouais. les bonus, c'est les 3 questions que je pose en fait aux invités à chaque fois. Donc, la première question, c'est est-ce que tu as une œuvre qui soit pas un film, qui parle de drogue, que tu voudrais mettre en avant, que ce soit une série, un livre, une chanson, qui soit sur la thématique des drogues? Alors là, en tête, il y en a qu'un seul qui me revient. Le truc, c'est que ça date de mon adolescence, donc voilà. C'était le livre Moi, Christiane F., 13 ans, drogue et prostituée, qui m'avait énormément perturbé quand j'étais gosse. C'est une biographie sur sa jeunesse à elle. Et alors, j'ai plus beaucoup de souvenirs du coup du truc parce que, comme je t'ai dit, j'étais ado. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il m'avait énormément perturbé, tu vois. Et le fait que tu me poses la question, que tu me fais rappeler ce livre-là, du coup, il faut que je le relise. Du coup, ça me donne envie de le relire. Donc, si je passe de mauvaises nuits, ce sera de ta faute. Ouais, écoute, en tout cas, tu me fais découvrir ça. T'as une adaptation en film. T'avais une adaptation en film. Je crois même que t'as eu une série, je crois. Allemande, hein, par contre. Voilà. Ok. Mais ouais, le bouquin, je sais que je me souviens que je l'avais lu en. Pour ça, je dis 15-16 ans. Parce que c'était pas longtemps après la Coupe du Monde 98. Et j'ai enfin me souvenir si c'est le même été ou si l'été d'après. Et je me rappelle, j'avais lu ça en me disant, oh, ça va être drôle. C'était en mode petit con, tu vois ce que je veux dire. Et non, ça m'avait pas mal choqué quand j'étais jeune. Après, le truc, je l'ai pas relu depuis cette période-là, quoi. Mais ça me donne envie de le relire, du coup. Le fait que tu m'en rappelles, je crois que je l'ai en plus, je dois l'avoir peut-être dans la chambre. Je dois l'avoir. Je le relis, du coup. Ok. Et du coup, on va passer à la deuxième question. C'est ton stupéfiant. Donc, c'est ton film de drogue préféré. Requiem for a Dream. Je suis obligé de s'asseoir un autre film ou... Non, mais t'as peut-être la chance d'avoir fait ton entretien sur ton film préféré. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais... Il y a celui-là et je vais quand même en citer un autre. Même si c'est vite fait de la... Enfin, ça part sur du trafic de drogue, mais ça fait autre chose au final dans le film.
mais que je trouvais extraordinaire. Donc, j'ai envie si ça me permet de le citer et que les gens, du coup, l'entendent, que ce film existe, c'est Romanzo Criminale. Le film, pas la série, Hmm, le film qui d'accord. est extraordinaire. Voilà. Ok. Romanzo Criminal. Romanzo. Avec Ça, c'est avec l'accent. un Z. Ouais, mais je pense qu'il sera peut-être dans un futur Live Gangster. J'ai réfléchi, mais tu m'en avais parlé effectivement, en tout cas Tu l'as vu ou pas depuis? dans la ligne. Non, j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais il Tu est. risques de prendre une claque. Je l'ai mis, je l'ai rehaussé au niveau de ma liste de tous les films à voir, et donc je devrais pas tarder à tomber dessus. On va finir avec le fait tourner. Donc le fait tourner, c'est pour le coup, c'est toi, c'est soit tu mets en avant un truc, une info, ou d'autres youtubeurs ou un film. Enfin, c'est un peu là, tu mets en avant ce que tu veux. Pour finir l'émission, tu peux faire un dernier highlight. Alors, il y a quelques youtubeurs que j'aimerais mettre en avant parce qu'on parle jamais d'eux et non seulement leur contenu est enrichissant, est intéressant, c'est des vrais passionnés et en plus c'est des crèmes c'est des crèmes. C'est Jonathan Asia qui parle beaucoup de cinéma asiatique, dont je suis extrêmement friand, même si ça se voit pas sur ma chaîne encore, et qui est c'est un enfant. Quand il parle d'un film asiatique, c'est un enfant. Il regarde un film avec les yeux d'un enfant. Il est très passionnant. Il a beaucoup de connaissances sur le sujet. Même si sa préférence va comme moi d'ailleurs hein, sur le cinéma HK. Il s'y connaît beaucoup sur le cinéma asiatique, tout court en général. Il a d'ailleurs un format qui s'appelle Happy Birthday, qui le jour de l'anniversaire d'une star asiatique va revenir sur sa filmographie. C'est vraiment intéressant. Et c'est un mec qui personne ne parle de lui, ça me gonfle un peu parce que ça vaut vraiment le détour. Donc s'il vous plaît, allez checker sa chaîne. Ce mec est gentil comme tout, c'est vraiment, il est adorable, Joe, c'est un truc de dingue. J'aimerais parler aussi de Beau Parleur, le Beau Parleur du cinéma, que j'adore. Ce mec, il est très très drôle aussi. Et c'est gentil comme tout. Et surtout, voilà, sur sa chaîne, il va parler un petit peu de tout, vraiment tous les sujets, actu ou pas actu. Son cœur va du côté cinéma asiatique aussi, de toute manière. Mais il y a quelque chose que, quelle que soit la critique, quel que soit le sujet qu'il parle, il apporte quelque chose que personne ne fait hein, quasiment, c'est de la nuance. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Il a des bonnes connaissances aussi, il développe son propos. Et pareil, pas grand monde qui parle de lui, donc ça me fait un peu chier. Alors que là, les deux personnes que je t'ai parlé, ils mériteraient d'être vus beaucoup plus que ça, d'avoir beaucoup plus d'abonnés et d'avoir beaucoup plus de vues. Et j'aimerais vraiment voilà, que les gens qui regardent la vidéo, là, qu'ils aillent s'abonner à leur chaîne et qu'ils aillent checker leur contenu. Parce que ça vaut vraiment le coup. Après, dernièrement, j'ai découvert deux chaînes que je trouve intéressantes. C'est Monstre de film. Ils me font rire. Il y a de la mise en scène, il y a quelque chose d'honnête qui se dégage d'eux. Et puis ils parlent de cinéma d'horreur, mais différemment de tous les autres youtubeurs ciné qui sont dans le cinéma d'horreur. Eux, ils se cassent vraiment la tête à même proposer un peu de mise en scène et tout. Et je sais pas, il y a quelque chose de tendre qui se dégage d'eux. C'est mignon, c'est drôle et puis c'est bien. Donc ils ont percé un petit peu dernièrement là. Ils sont passés à 30 000 abonnés, je crois. Mais ils valent vraiment le coup. Donc si vous connaissez pas, les checker. Il y a la suite de trop aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps de ça, qui est très très bon aussi, qui développe vachement son propos, qui travaille énormément. Il y a un petit peu mise en scène aussi en intro. Qui, comme le nom de sa chaîne l'indique, il parle des suites de films.
en trop. Mm. Mais ça le permet de rebondir sur certaines choses. Et il va pas parler que du film. Il va te parler du film, mais pour pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre. Et je trouve ça intéressant. Il a une bonne vision, il a du propos. Il met de l'humour aussi, et je trouve que ça fonctionne. Personnellement, chez moi, ça fonctionne. Je l'aime bien le petit. Il est bon aussi. Et pour pas parler de cinéma, parce qu'il n'y a pas que ça sur YouTube, je vous conseille aussi la chaîne de Gia Phototech et jeux vidéo, qui elle a travaillé chez Game One à l'époque des débuts 2000. Elle a travaillé aussi chez Console Plus dans les années 90. Et en fait, sur sa chaîne YouTube, elle va parler de tout ce qui est tech, tout ce qui est jeux vidéo aussi, mais en abordant ça sur le prisme de la technologie, des divers technologies actuelles, mais tout en comment on dit ça c'est ce que je fais en plus moi sur ma chaîne, en vulgarisant pour que les gens comprennent vraiment le propos. C'est vraiment intéressant. Puis elle a toujours le sourire, du coup, quand tu regardes sa vidéo, t'as toujours la banane aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est, t'en ressors la vidéo, t'es pas là, genre fatigué ou c'est chiant ou machin. Non, tu ressors, t'as le sourire, tu vois. Tu passes une mauvaise journée, tu regardes une de ces vidéos, tu ressors, t'as le sourire. donc voilà. Et une dernière, si tu veux bien. Bien sûr. Alors, deux dernières personnes. Ils ont une chaîne YouTube, mais ils partagent pas trop de trucs. De temps en temps, ils partagent un tas de choses. Mais c'est des artistes. C'est Plume d'Oiseau, qui est un dessinateur et qui compose aussi un peu de musique, qui a du talent. Franchement, c'est pas mal du tout. Il a son petit coup de crayon. Et puis il progresse en plus de plus en plus. Par exemple, de quand je l'ai connu à aujourd'hui, il a vachement progressé. Alors qu'il était déjà très 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 bon quand je l'ai connu. Et donc abonnez-vous du coup à sa chaîne. Vous pouvez le trouver sur Twitter aussi, Plume d'Oiseau. Sur ma chaîne, de toute manière, il y a un lien à sa chaîne YouTube, donc comme ça vous voyez aussi comment ça s'écrit, Plume d'Oiseau, ça. Et il fait des commandes aussi, donc vous pouvez le contacter si le style vous intéresse. Et l'autre artiste, qui elle, en revanche, vous pouvez pas la contacter, fait pas de voilà. C'est une artiste qui commence à rentrer dans le corps des grands d'ailleurs. C'est Dali Wu, qui a un talent dingue, mais extraordinaire, qui exprime beaucoup de choses par les diverses choses qu'elle fait, que ce soit des tableaux, la sculpture ou même la photographie. Et vous pouvez voir, alors pour voir des expositions d'elle, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle n'est pas en France. Elle vit au Canada, elle fait des expositions au Canada, en Chine, en Allemagne aussi parfois. Par contre, vous pouvez trouver ses œuvres sur Internet. Elle a une chaîne YouTube où de temps en temps, c'est très rare, mais elle poste certaines choses. Mais vous pouvez trouver des œuvres d'elle sur Internet, même sur Twitter. Donc voilà, si l'art vous intéresse, je vous conseille de la découvrir parce qu'elle a un talent dingue. Voilà. Ok, bah écoute, ça fait pas mal de choses à découvrir. En tout cas, c'est très sympa de ta part d'être venu faire cet entretien. Merci à toi. En plus, le film, c'était un gros morceau, quoi. Et, on n'a pas tout abordé, mais je pense qu'on a quand même pas mal balayé les différentes thématiques. Après, c'est sûr, on peut toujours en faire plus, mais c'était un plaisir de l'avoir fait avec toi. C'est un plaisir aussi. Et puis c'était vraiment très cool d'aborder ce film dans la mesure où c'est je pense un film qui a fait faire un virage après aux différents films sur la consommation de drogue. Enfin, pour moi, il y a un avant et un après Requiem for a Dream quand même. Tu sens que d'ailleurs il y a eu beaucoup moins de films après celui-là. Il a un peu enterré tout le reste, quoi. Et donc il fallait, de toute façon, en parler. Et merci à toi
Voyageur. C'est cool. Vraiment, Et c'est cool. écoute, on se refera un truc très bientôt, je l'espère. Et bonne continuation à toi, bonne continuation Merci. à tes projets, à ta chaîne, à tout ce que tu vas faire. Et merci à tous ceux qui ont écouté cet entretien. Bonne chance si vous allez regarder Requiem for a Dream et que vous l'avez jamais vu. Regardez-le, Parce que, regardez-le. vous en sortirez pas indemne. Mais il faut quand même le voir. Allez, ciao à tous. Bonne soirée. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.